Ce qui ressemblait à une simple flambée des cours mondiaux va se transformer en 7 jours en l'une des plus grandes crises politiques qu'a connue l'Irlande depuis longtemps. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble ce qui s'est joué en Irlande entre le 7 et le 14 avril 2026. La question que nous allons explorer est la suivante. Comment l'Irlande, traditionnellement perçue comme un pays favorable à l'Union européenne, peut-elle se retrouver coincée entre ses obligations communautaires et l'exigence de dignité économique d'une partie de sa population qui se sent, selon ses propres mots, concassée par la mondialisation? Pour y répondre, nous allons procéder en plusieurs étapes. D'abord, poser le décor, les acteurs, les chiffres. Ensuite, démonter pièce par pièce le mécanisme qui a fait basculer la révolte fiscale en crise de souveraineté. Puis examiner les limites et les ambiguïtés de ce mouvement, avant de mesurer ce que cette séquence dit du moment européen que nous traversons. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un mot rapide. Si vous appréciez ce travail de décodage, factuel et neutre, sur des sujets que les chaînes d'infos traitent souvent dans l'urgence ou l'opinion, abonnez-vous à la chaîne. Cela ne prend qu'un court instant, c'est gratuit et cela soutient un travail de recherche indépendant qui vise à rendre le monde un peu plus lisible pour celles et ceux qui le suivent. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord identifier les acteurs et le terrain. L'Irlande dont nous parlons, c'est la République d'Irlande, membre de l'Union européenne, environ 5 300 000 habitants, gouvernée par une coalition réunissant les deux grands partis historiques, Fine Gael et Fianna Fáil, sous l'autorité du Taoiseach, c'est-à-dire le Premier ministre Michael Martin. Cette coalition dispose d'une majorité parlementaire étroite, un détail qui pèsera lourd dans la suite des événements. En face, deux blocs structurent l'opposition. Un parti d'opposition principal, le Sinn Féin, qui va déposer la motion de défiance, et une nébuleuse souverainiste, plus marginale en siège, mais très présente dans le débat médiatique, dont la figure la plus visible pendant la crise est Herman Kelly, président de l'Irish Freedom Party, qui plaide pour une sortie de l'Union européenne. Sur le terrain, deux catégories professionnelles forment le cœur dur du mouvement. Les agriculteurs, structurellement dépendants du carburant pour faire tourner leurs exploitations, et les transporteurs routiers, regroupés notamment au sein de l'Association des hauliers, dont l'activité est directement laminée par toute hausse du diesel. Ces deux groupes vont s'organiser de manière décentralisée, principalement via WhatsApp et Facebook. Un groupe Facebook dépassera les 60 000 abonnés. Pas de leadership officiel au début, pas de représentants désignés, pas d'interlocuteurs identifiés pour le gouvernement. Une mobilisation horizontale qui rappelle, beaucoup d'observateurs l'ont noté, le mouvement français des Gilets jaunes. Enfin, un dernier acteur structurel qu'il faut avoir en tête, parce qu'il éclaire un paradoxe majeur sur lequel nous reviendrons. Les multinationales américaines, principalement dans la tech, installées à Dublin pour des raisons fiscales. Elles versent à l'État irlandais des recettes considérables au titre de l'impôt sur les sociétés. Cela crée une situation paradoxale. Un État aux recettes fiscales solides et une partie de sa population qui ressent, elle, un déclassement. Avant de dérouler le mécanisme proprement dit, faisons une courte pause sur un détail qui dit beaucoup. Sur les vidéos amateurs qui circulent pendant la première semaine d'avril, on voit des files d'attente s'allonger devant certaines stations-service. Des camionneurs gavés en travers de l'accès. Le drapeau tricolore irlandais, vert, blanc, orange, accroché à la cabine. Pas de drapeau de parti, pas de bannière syndicale dominante, juste l'emblème national. Ce détail visuel résume mieux qu'un long discours ce qui distingue cette mobilisation d'une simple grève corporatiste. Dès les premières heures, c'est l'appartenance nationale qui sert de point de ralliement, davantage que la profession ou la région. Cette image en tête, déroulons maintenant le mécanisme étape par étape. Première étape, le choc externe. Au printemps 2026, les tensions au Moyen-Orient et le conflit impliquant l'Iran provoquent une envolée des cours mondiaux du pétrole. Le diesel, qui se vendait quelques semaines plus tôt à des niveaux nettement inférieurs, atteint en moyenne en Irlande 2,14 € le litre, avec des stations affichant jusqu'à près de 2,20 € L'essence suit la même trajectoire, soit une hausse de plus de 20% en quelques semaines. Deuxième étape, l'amplificateur fiscal. Ce qui transforme cette hausse en explosion politique, c'est la structure de taxation du carburant en Irlande. Plus de la moitié du prix du diesel et près de 60% du prix de l'essence correspondent à des taxes.
Axes, taxe sur la valeur ajoutée, taxe carbone, contribution à la réserve nationale de pétrole. Autrement dit, lorsque le cours mondial monte, la base sur laquelle la fiscalité s'applique monte aussi, et l'État perçoit mécaniquement davantage. Le citoyen, lui, voit sa facture exploser deux fois, une fois par le marché, une fois par la fiscalité. Troisième étape, le miroir d'Ulster. Et c'est là que la dimension proprement irlandaise du mécanisme apparaît. Au nord de la frontière, en Irlande du Nord, qui appartient au Royaume-Uni et qui est donc sorti de l'Union européenne avec le Brexit, le carburant est sensiblement moins cher. Pour un automobiliste de la République, il suffit, dans certaines régions, de traverser la frontière pour constater l'écart. Cet écart vécu au quotidien devient une preuve physique, tangible, qui alimente une question dérangeante. Le Brexit permet-il concrètement de payer son essence moins cher? La question n'est pas tranchée par les économistes, mais elle s'installe dans les conversations. Quatrième étape, la contagion. Les transporteurs et les agriculteurs entament les blocages dès le 7 avril. L'autoroute M50 qui ceinture Dublin est paralysée et le port de Dublin est perturbé. Et surtout, la raffinerie de Whitegate, dans le comté de Cork, qui est l'unique raffinerie en activité sur le territoire irlandais et qui traite environ 40% des besoins pétroliers du pays, est bloquée. Ce n'est pas anodin. En coupant Whitegate, les manifestants menacent directement l'approvisionnement national en carburant. Très vite, des stations-service annoncent des ruptures et le mouvement, parti d'une revendication corporatiste, devient une affaire d'intérêt général parce qu'il touche tout le monde. C'est aussi à ce stade que les revendications se précisent. Les hauliers réclament un plafonnement du prix du diesel blanc, ce diesel professionnel utilisé pour le transport routier, dans une fourchette comprise entre 1,75 € et 1,85 € le litre. Cinquième étape, la réponse de l'État. Le 10 avril, la Garda Síochána, la police nationale, intensifie son action. Le 11 avril, à Whitegate, les forces de l'ordre interviennent en force pour démanteler le blocage de la raffinerie. Des arrestations ont lieu. Des moyens renforcés sont mobilisés, dont un canon à eau. Le Taoiseach Michael Martin qualifie publiquement le blocage de Whitegate d'acte de sabotage national. Mais en parallèle, le gouvernement comprend qu'il ne tiendra pas longtemps sur la seule ligne sécuritaire. Le 12 avril, il annonce un paquet de mesures d'environ 500 millions d'euros, comprenant notamment une réduction supplémentaire de 10 centimes sur l'accise des diesels et un report de la hausse programmée de la taxe carbone. Sixième et dernière étape du mécanisme, le verdict politique. Le 14 avril, le Sinn Féin pousse une motion de défiance. Le gouvernement la remporte par 92 voix contre 78. Il survit, mais il survit amputé. Et c'est là qu'intervient une figure que je voudrais maintenant détacher du décor, parce qu'elle condense à elle seule tout ce que nous venons de décrire. Faisons une pause un instant, parce que ce moment-là mérite qu'on s'y arrête. Michael Healy-Rae, ministre d'État chargé des questions agricoles, élu rural influent du comté de Kerry, démissionne de ses fonctions en plein débat parlementaire. Il vote contre son propre gouvernement. Imaginez la scène. Un ministre en exercice qui se lève, qui annonce qu'il quitte ses fonctions et qui, dans la foulée, joint sa voix à celle de l'opposition. Ce geste résume à lui seul la tension de la séquence. Healy-Rae est tiraillé entre deux loyautés, celle qu'il doit à la coalition qui l'a fait ministre et celle qu'il doit à sa base électorale, profondément rurale, profondément remontée contre la flambée des prix. Sa démission n'est pas une péripétie, elle est un symptôme. Elle signale qu'à l'intérieur même de l'appareil d'État, la fracture entre Dublin et la ruralité a fini par traverser la majorité. Maintenant que le mécanisme est posé et incarné, regardons-en les limites, parce qu'aucun mécanisme social ne fonctionne à l'état pur. Et rappelons-nous notre question de départ. Comment l'Irlande, perçue comme un pays favorable à l'Union européenne, peut-elle se retrouver à ce point en tension avec ses propres engagements communautaires? Nous arrivons à mi-parcours, et il faut maintenant nuancer ce que nous venons de décrire. Première nuance, le mouvement n'est pas homogène. Aux côtés des transporteurs et des agriculteurs, des figures plus radicales se sont greffées sur les blocages. Des responsables irlandais, dont le ministre de la Justice, ont mis en garde contre la tentative de figures d'extrême droite, y compris étrangères, de récupérer le mouvement. Les organisateurs des blocages, eux, rejettent fermement cette étiquette et revendiquent une révolte citoyenne, spontanée, transversale. La vérité, comme souvent,
se loge probablement dans la cohabitation des deux. Un noyau corporatiste et populaire authentique, une périphérie militante qui cherche à instrumentaliser le moment. Deuxième nuance, le mouvement n'a pas eu d'interlocuteur clair. L'organisation décentralisée par WhatsApp et Facebook a donné au mouvement sa vitesse et sa résilience. Mais elle a aussi privé le gouvernement d'interlocuteurs identifiés pour négocier, ce que ce dernier a invoqué pour justifier sa fermeté initiale. Une organisation horizontale est efficace pour bloquer. Elle est plus difficile à manœuvrer pour construire un compromis. Troisième nuance, le paradoxe fiscal irlandais, et c'est peut-être le point le plus important pour comprendre la spécificité de cette crise. L'Irlande n'est pas un pays en faillite. Grâce aux recettes fiscales versées par les grandes multinationales américaines installées à Dublin, l'État dispose de marges de manœuvre supérieures à celles de ses voisins. C'est ce qui lui a permis d'ailleurs de débloquer rapidement un paquet de 500 millions d'euros. Mais cette richesse macroéconomique cohabite avec une réalité bien différente pour une partie de la population. Agriculteurs, ruraux, jeunes, confrontés à la crise du logement. Dans un pays dont la population est passée d'environ 3 600 000 habitants en 1995 à plus de 5 millions aujourd'hui, soit une progression de plus de 40% en une génération. Pour les souverainistes, la lecture est claire. Selon eux, les surplus liés aux multinationales ne se traduisent pas en allègement pour les ménages populaires. C'est une lecture politique, contestée, mais elle nourrit le sentiment que le pays s'enrichit à un endroit pendant qu'il s'appauvrit à un autre. Quatrième nuance, et celle-ci touche au cœur de la dimension européenne. Le prix de l'électricité en Irlande, comme dans le reste du marché européen, est largement indexé sur le prix du gaz. Cela signifie qu'une partie de la facture énergétique irlandaise dépend de mécanismes décidés à l'échelle européenne, et non à Dublin. Pour les partisans de l'intégration, c'est le prix à payer pour un marché unifié, plus résilient, plus solidaire. Pour les souverainistes, c'est la preuve que l'Irlande a perdu la maîtrise de ses propres ressources. Ils étendent ce raisonnement à la pêche, où ils estiment que les pêcheurs irlandais ne récupèrent qu'une faible part des ressources de leurs propres eaux, le reste étant exploité par d'autres flottes européennes. Ce que ces faits semblent indiquer, c'est que la révolte d'avril 2026 n'est pas seulement fiscale, elle est aussi, en arrière-plan, une réinterrogation du contrat européen tel qu'il a été signé par l'Irlande dans les années passées. Et c'est ce qui rend la séquence intéressante au-delà du seul cas irlandais. Maintenant que les limites sont posées, venons-en aux implications, parce que c'est là que cette histoire concerne aussi celles et ceux qui la regardent depuis l'extérieur. Une première raison immédiate tient à l'effet de contagion potentielle. L'Irlande n'est pas un cas isolé. Les mêmes pressions énergétiques pèsent à des degrés divers sur l'ensemble des pays européens. La France, l'Allemagne et d'autres. Une lecture possible de cette séquence, c'est que l'Irlande joue ici le rôle de laboratoire. Ce qui s'y est joué en 7 jours pourrait, dans des conditions équivalentes, se rejouer ailleurs, parce que l'enchaînement, choc externe, amplification fiscale, contagion par les blocages, fragilisation politique est reproductible. Une deuxième raison plus structurelle tient au glissement entre le technique et l'identitaire. Cette crise montre comment une question apparemment technique, le prix du carburant, peut basculer en question identitaire. Dès lors que la comparaison frontalière avec l'Irlande du Nord devient quotidienne, dès lors que la fiscalité européenne devient lisible sur un ticket de caisse, le débat se déplace. Il ne porte plus sur la bonne taxe à appliquer, il porte sur l'appartenance. C'est ce mécanisme de translation du technique vers l'identitaire qui constitue, je crois, l'enseignement le plus durable de cette séquence. Une troisième raison, enfin, tient au calendrier européen immédiat. L'Irlande prendra la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne du 1er juillet au 31 décembre 2026, succédant à Chypre. Cela signifie qu'au moment précis où ces tensions internes restent vives, le pays sera placé sous les projecteurs des chancelleries européennes. Le sujet pourrait dès lors dépasser les frontières de l'île et devenir un point de référence dans le débat européen plus large sur la transition énergétique, la fiscalité carbone et la confiance des populations rurales envers les institutions communautaires. Il est temps, maintenant, de revenir à notre question de départ et d'y répondre clairement. Comment l'Irlande, perçue comme un pays favorable à l'Union européenne,
peut-elle se retrouver coincée entre ses obligations communautaires et l'exigence de dignité économique d'une partie de sa population? La réponse, à la lumière de ce que nous venons de dérouler, tient en trois temps. D'abord, parce que la fiscalité énergétique irlandaise concentre en un seul point des choix nationaux, des choix européens et un contexte mondial de tensions pétrolières. Une superposition qui devient politiquement insoutenable lorsque les prix s'envolent. Ensuite, parce que la frontière avec l'Irlande du Nord rend cette tension visible, palpable, comparable, ce qui transforme une frustration diffuse en une question politique précise. Enfin, parce que la coalition au pouvoir, fragilisée par sa majorité étroite et par la défection d'élus ruraux comme Michael Healy-Rae, n'a pas les moyens politiques d'arbitrer franchement entre ses engagements européens et la pression de la rue, et doit donc improviser un compromis coûteux à 500 millions d'euros. Le gouvernement a survécu, mais il a survécu en cédant sur l'accise, sur la taxe carbone, sur le calendrier. Reste au-delà de cette réponse plusieurs prolongements ouverts qu'il faudra suivre dans les mois qui viennent. Premier prolongement, la dimension électorale. La colère populaire pourra-t-elle se transformer lors des prochaines élections en succès durable pour les partis souverainistes comme l'Irish Freedom Party? Deuxième prolongement, la dimension sociale immédiate. Les négociations actuellement suspendues entre les organisations de transporteurs et le gouvernement vont-elles tenir ou les blocages vont-ils reprendre si les concessions sont jugées insuffisantes au regard du plafonnement réclamé sur le diesel professionnel? Troisième prolongement, la dimension européenne. Verra-t-on un effet de tache d'huile vers d'autres pays soumis aux mêmes pressions énergétiques? Et la présidence irlandaise du Conseil de l'Union européenne servira-t-elle de caisse de résonance à ce malaise? À ces questions, nous n'avons pas, aujourd'hui, de réponse certaine. Ce que nous savons, c'est que la séquence irlandaise d'avril 2026 a déplacé une frontière invisible, celle qui sépare la révolte fiscale, ponctuelle et corporatiste de la révolte politique, structurelle et identitaire. Maintenant, j'aimerais avoir votre lecture. Selon vous, ce que nous avons décrit ce soir ressemble-t-il à un épisode irlandais isolé ou au premier signe d'une recomposition plus large du rapport entre les peuples européens et leurs institutions communes? Dites-le moi en commentaire. Je lirai vos réponses avec attention. À très vite.